Sabrina. ravie qu'on puisse faire cette interview à Strasbourg, puisqu'on s'est contacté il y a quelques semaines. Et tu me disais habiter Rennes, on aurait pu le faire à distance, mais comme tu venais au marché de Noël, c'était l'occasion de pouvoir se rencontrer et de se faire une interview vraiment en physique, ce qui est quand même plus agréable. Exactement. Et puis on a pris un petit temps pour échanger sur ton parcours, tes motivations, ta quête de sens. Et je trouvais que ton témoignage peut vraiment apporter quelque chose aux autres. Donc j'en suis ravie. Est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Emmanuel, c'est difficile de se présenter. J'ai eu une vie passée dans l'aide à la décision, les systèmes d'information, l'intelligence artificielle, en termes professionnels. Et puis en termes spirituels, je dirais, j'ai un parcours dans l'islam, dans le christianisme, dans la spiritualité maintenant. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir effectuer cette interview sur la quête de sens? Quel déclic tu as eu quand je t'ai parlé de ce type de podcast? J'ai trouvé ça très intéressant dans le sens où c'est un sujet que je trouve important personnellement, dont j'entends beaucoup parler autour de moi, mais qui est peu mis en avant. Oui. Et donc j'ai bien aimé l'idée de moi-même m'introspecter sur ma quête de sens aussi. Je trouvais ça très intéressant. Alors qu'est-ce qui t'a amené à justement t'introspecter, t'interroger sur ta propre quête? Disons que c'est un moment de ma vie où je dirais que j'ai jamais eu cette quête de sens, dans la mesure où ça a toujours été quelque chose je dirais, de naturel. Je ne me suis jamais posé de questions vraiment sur le sens. J'ai une éducation religieuse et puis je pense que ça m'a satisfait. Mais il y a eu plein de moments, plein de points d'étape dans ma vie où il a fallu s'interroger, se remettre en cause. Et cette idée de parler de quête de sens, en regardant derrière, je me dis en effet, il y a quelque chose, il y a un fil conducteur de quelque chose. Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont fait que tu t'es interrogé plus sur qu'est-ce qu'on fait sur cette terre et est-ce qu'on a véritablement une mission à réaliser ou pas? Je dirais que mes questions étaient plus terre à terre au début. Mon questionnement de sens initial, ça remonte à mes 15 ans à peu près. Mais ça avait débuté avant sur le fait, sur la discordance que je voyais entre ce qu'on m'enseignait de la religion et les pratiques voilà, autour de moi. J'ai été élevé dans la religion musulmane, en Afrique, donc c'est des milieux où on mélange l'islam et puis les traditions. Et dans ma tête d'enfant, c'était, mais je comprends pas, il y a des préceptes, et puis à côté des préceptes, on rajoute des choses un peu syncrétiques qui viennent se télescoper. Et donc j'ai eu cette curiosité de me dire, je vais lire le Coran, je vais lire la Bible, et puis je me ferai mon opinion. Est-ce que tu étais dans une quête d'identité finalement par rapport à ces religions que tu côtoyais à ce moment-là? Quelle identité? Sans doute de ça. C'était une période où j'avais quitté la Côte d'Ivoire où j'habitais pour venir habiter en France aussi. Donc j'étais dans un milieu musulman en Côte d'Ivoire, la famille de ma mère en France est catholique. Donc en effet, il y avait sans doute cette quête d'identité, comprendre comment dire, une quête d'identité dans le sens de ne pas subir une étiquette. Ne pas dire il est comme ci et comme ça, mais vraiment de m'approprier ce que je suis. Et peut-être aussi finalement par rapport au parcours, te détacher finalement de tes différentes éducations religieuses ou de te créer ta propre spiritualité, puisque tu en parles maintenant, pour avancer peut-être différemment ou je sais pas. En effet, il y avait cette part d'autonomisation, on pourrait dire, et en effet qui allait jusqu'au fait que étant l'aîné de ma famille dans une famille musulmane, me convertir au christianisme, c'était plutôt compliqué à accepter. Mais mon père était assez tolérant et donc ça s'est bien passé. Alors, c'est vrai que
le mot identité, je trouve il fige un peu, c'est-à-dire j'ai l'impression que quand on parle d'identité, c'est un peu comme la carte. Il y a le nom, Oui, le ou alors prénom, il y une a sorte d'alignement dans qui tu es finalement. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est on va dire une conformité à l'instant. Et sur un chemin mouvant. Donc l'identité change tout le temps. Quand j'ai lu le Coran, quand il y a eu la Bible, j'ai commencé à fréquenter des églises, etc. Cette idée pas seulement de lecture intellectuelle, mais de se confronter aussi au réel, était très formatrice. Et donc, pour revenir au début de ma question, est-ce qu'il y a eu des événements dans ta vie qui t'ont interpellé encore plus sur l'aspect du sens? Alors l'événement, je dirais, le plus marquant, il y en a eu plein, mais le dernier le plus marquant, ça a été les entretiens que j'ai pu avoir de manière informelle avec un oncle qui était malade, qui était en fin de vie. Bon, je l'ai rencontré plusieurs mois. Et de m'apercevoir que malgré toute la vie qu'il avait eue, enfin, matériellement, socialement, etc., c'était parfait. Mais que à la fin de ses jours, malade, il ne pouvait pas profiter de sa retraite, son épouse était décédée avant, enfin bon, plein de choses qui font que, on pourrait dire des rêves ou des projections qui s'effondrent. Et oui, à un moment donné, une discussion dans laquelle il me dit « si je devais refaire ma vie, je mettrais mes priorités ailleurs ». Et là, je me suis dit ah oui, pourquoi attendre pour vivre quelque part pourquoi se dire j'attends la retraite pour commencer à vivre, ou j'attends, pourquoi ne pas commencer à vivre pleinement dès maintenant. Ah, c'est marrant parce que ça fait résonance en fait à la formation que j'ai fait en logothérapie avec Viktor Frankl. Oui, il y a un exercice qui est proposé, c'est de réaliser son autobiographie du passé, du présent, mais aussi du futur. Et dans le futur, on questionne la personne sur son futur proche, son futur lointain, sur sa finitude et sur les traces qu'elle veut laisser sur Terre. Et je pense que c'est vraiment important parce qu'on se questionne finalement sans arrêt sur le sens, sur notre propre sens par rapport à cette incarnation terrestre. Et de se dire, ben oui, en effet, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir réalisé? Est-ce que nos rêves ont abouti ou pas? Et ça, c'est vraiment une question qui permet d'avancer sur son chemin et de donner des objectifs. Moi, je dis que tout est possible. Oui, tout est possible. Je rajouterais à condition d'en prendre conscience. C'est ça. Et ça aussi, ça a été une autre découverte. J'ai eu dans ma vie professionnelle des burn-out. Et puis c'est des moments où il y a une forme de sentiment de toute puissance qui s'effondre. J'étais capable de travailler 70-80 heures, tout allait bien, ça s'accumulait, il n'y avait pas de souci. Et puis du jour au lendemain, plus capable de lire un bouquin. Et cette fameuse question qui surgit un jour, donc voilà, c'est le moment de réaliser vos envies. Voilà, je sais que l'état de santé dans lequel vous êtes ne vous permet peut-être pas de vous projeter, mais vous avez sans doute des envies, je sais pas, et là c'était le blanc total, en fait. Et j'ai pris conscience, et je prends toujours conscience, que c'est un petit peu comme si ma vie avait toujours été tirée par assouvir le besoin des autres. Que ça soit pour mon travail, que ça soit dans ma famille, que ça soit le père modèle, être le mari modèle, être le travailleur modèle. Toutes les injonctions finalement qui sont dites par verbalement rapport à la ou pas dites. Société, ou de manière inconsciente, dans le collectif. C'est ça, tout à fait. Et on est emprisonné dans ce système-là jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où physiquement on ne va plus bien et on rencontre un vide existentiel. Il n'y a plus de sens. Et là, en effet, tout s'écroule. Et d'autant plus curieux et d'autant plus difficile à accepter que j'étais quelqu'un de croyant, d'engagé dans mon église, donc quelqu'un de plutôt stable, qui avait du sens. Et là, je me dis, tiens, en fait, tout ce sens-là, il y a quelque chose qui reste, mais ça ne m'aide pas à tenir. Alors, qu'est-ce qui te manquait, à ton avis, justement ? Ce qu'il me manquait, je pense que c'est ce que j'ai découvert
dans la pratique du sport, c'est-à-dire ce retour au corps, le christianisme, d'être une religion du corps, enfin, on parle d'un ressuscité, donc le corps tient une place centrale, mais qui nie la place du corps, parce que le corps serait péché, etc. Et en effet, j'ai repris conscience de mon corps petit à petit. Voilà. Et ça m'a renvoyé à mon éducation musulmane, où en effet, le corps tient une place essentielle. On prie, on se lève, on fait des génuflexions. Enfin, le corps doit être ancré, il y a les ablutions. Il y a tous ces rituels du corps. Et c'est, je dirais, d'un cerveau sur pattes à oui, parce que plus c'est un vrai que corps. dans notre société, en général, on va prédominer plutôt le mental. C'est ça, exactement. Voilà, le mental doit être fort, mais le corps n'est pas en effet mis en valeur forcément. On ne reçoit pas cette éducation-là. À travers le sport quand on est enfant, mais si on n'a pas eu la chance de faire du sport, c'est sûr qu'on oublie forcément le corps, et le corps il parle. Exactement. C'est le premier indice pour nous dire si ça va ou si ça va pas, si on est aligné ou si on est bon sur le bon chemin ou pas. Ça, je m'en suis aperçu avec mon burn-out, c'est mon corps qui m'a dit stop. Alors pour le corps, c'est assez paradoxal parce que il y a ce côté qui nie le corps, et puis d'un autre côté, on voit qu'on valorise, qu'on survalorise le corps dans certains domaines. Soit la mode. On fait face à ces deux injonctions peut-être un petit peu contradictoires et qui peuvent perdre aussi, parce que ne penser qu'à son corps. Oui, c'est important d'avoir un équilibre entre l'âme, l'esprit et le corps. Pour moi, c'est vraiment la balance essentielle pour être en harmonie et être aligné sur son chemin. Exactement. Donc voilà, il ne faut pas oublier l'un ou l'autre. Fais du Qigong, Tai Chi. Voilà, j'ai fait du Qigong, donc je donne des cours en Qigong, j'ai fait du Tai Chi, c'est la continuité du Qigong. J'en suis venu à... parce que les difficultés que j'ai rencontrées dans mes burn-out, en fait, c'était lié à des difficultés de mettre des limites, au bout du compte. De mettre des limites face aux autres, par rapport à toi-même Les deux, enfin... Dans la société, comment tu les définis ces limites comment je définis? Très bonne question. Je t'ai fait une petite séance de coaching en même temps. Comment je définis ces limites? Alors je dirais la limite la plus compliquée, c'est vis-à-vis de moi-même. Mais il y a aussi les limites vis-à-vis des autres. Vu que j'ai du temps et que je peux, donc je fais. C'est cette question d'être drivé par les besoins des autres. Apprendre à se recentrer sur ses besoins à soi. Comprendre quels sont ses besoins, et ça c'était très compliqué, et c'est très compliqué. Ça me fait penser à cette expérience j'ai fait de l'apto-psychothérapie, et donc le but c'est de justement lier le corps et la psychothérapie. Et à un moment donné, il y avait cette expérience pieds nus sur le carrelage et sur le tapis, et donc elle me questionnait sur mes sensations et sur ce que je préférais. Et sur les sensations, c'était clair. Sur ce que je préférais, je ne savais pas. Je disais, ça dépend. Si je suis sur le carrelage et qu'on me propose le carrelage, je prends le carrelage. Si je suis sur le tapis et qu'on me propose le tapis, je prends le tapis. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Et là... Oui. Et c'est là où on se rend compte finalement que c'est certainement toute notre éducation qui ne nous a pas permis de libérer nos besoins, d'exprimer nos besoins profonds en fait en tant qu'enfant. On a toujours reçu des injonctions. Et qu'on n'a pas appris, notre cerveau, il n'a pas appris ça. Exactement. Et pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir été éduqué sans pouvoir m'exprimer. C'est ça qui est curieux. Bien sûr. Mais on est dans un moule, en fait. Exactement. Et donc, oui, je dirais que si peut-être que dans cette quête de sens, il y a l'une des étapes, c'est de prendre conscience de alors, on parle de bulles algorithmiques sur Internet, etc., des enfermements que l'on peut avoir et des communautés dans lesquelles on peut rester. Mais je pense qu'en effet, dans notre quotidien, prendre conscience, tiens, quels sont tous les présupposés dans lesquels je baigne et est-ce qu'ils me conviennent? Oui, ça peut convenir ou pas, mais voilà. Mais en prendre conscience. C'est ça. Et puis, en effet, des réseaux sociaux, on est encore plus enfermé, comme tu disais, avec les algorithmes. Et c'est pour ça que c'est vraiment important aussi de pouvoir s'en détacher
Parce que là, on va s'éloigner de notre véritable nature de plus en plus et on en oublie aussi tous les autres potentiels qui s'offrent à nous finalement. Qui sont, le principal, c'est la rencontre, justement. J'ai préféré venir te voir pour avoir cet échange plutôt que de le faire en visio. Oui. Parce que le contact n'est pas le même, les interactions ne sont pas les mêmes. Enfin, oui, on a vraiment besoin de notre corps pour vivre les uns avec les autres. Cette question de sens pour toi, est-ce qu'elle est d'ordre religieuse, philosophique, humaine? Quelle est ton approche? La question du sens, pour moi, elle est humaine, indépendamment des religions, des cultures. Une des caractéristiques de l'être humain, c'est justement de se poser la question de sa finitude. Voilà, de lever les yeux au ciel, de dire tiens, il y a quelque chose de plus grand que moi. Qu'est-ce que je suis là-dedans? Donc oui, c'est quelque chose de pleinement humain. Et la question de sens au niveau du collectif, quel est ton avis par rapport à... Est-ce qu'elle prend de l'importance? Est-ce qu'elle doit en prendre? Comment tu vois les choses de toi? Alors la question de sens, c'est intéressant parce que j'ai lu un article, plusieurs articles récemment, dont un qui parlait du fait que ça ne servait plus à rien d'avoir un diplôme, etc., qu'avec l'IA. Grand sujet, grand débat. Voilà, c'est ça. Les gens qui disent ça, ils ont quand même des bacs plus, je sais pas quoi, mais voilà. Et en fait, je me suis aperçu que, oui, parce que j'ai aussi une casquette, on va dire, d'auditeur, de veille, on va dire, sur la défense. Et je me suis dit, l'un des axes de résilience d'une population, on entend parler pour une guerre, etc., c'est la santé mentale, c'est le collectif, justement. Et si on n'a pas de sens collectif, si chacun reste dans son sens, entre guillemets, dans sa direction à lui ou dans sa direction à elle, face à l'adversité, je pense que là, ça explose. Et il y a des hexagrammes du Viking, justement, les gens du clan, il y a des moments, sans l'appui du clan, sans le sens... la communauté, sans le sens de la communauté, sans un sens plus large que soi, on peut dire ça comme ça. Ça peut être la famille, ça peut être... ça devient compliqué. L'importance aussi de se rallier ensemble à des valeurs qui sont importantes, exactement, à partager les mêmes valeurs, à mettre en place peut-être aussi des rituels, des communautés, de retravailler justement ces liens humains. Exactement. Pour retrouver un autre sens et puis s'extraire finalement de ce qui nous est imposé pour recréer peut-être un monde meilleur. Alors moi je suis une idéaliste, donc moi je pense créer un monde meilleur. Voilà, moi je me dis c'est toujours possible, il faut y croire et puis voilà, si chaque personne, chaque individu s'éveille, prend conscience finalement des schémas dans lesquels nous sommes placés, il y a possibilité de réinventer un nouveau monde. Oui, je le pense aussi. Les choses ne sont pas figées. Oui, un nouveau monde n'est possible que si on y croit. Alors, dans les épreuves que tu as pu rencontrer, tu parles du burn-out notamment, comment ça t'a transformé? Qu'est-ce que tu en as retiré finalement de ces épreuves? Qu'est-ce que ça t'a permis Est-ce que ça t'a permis de retrouver un autre élan vital, de revoir un petit peu la configuration de ta vie? Ça a été salutaire dans le sens où j'ai pris conscience que j'avais un mode de fonctionnement qui ne correspondait pas nécessairement aux nouvelles attentes qu'on avait dans mon métier. Donc ça m'a permis de me mettre à mon compte après, de développer des choses, reprendre une autre forme de confiance, quelque part. Et je dirais, sans ce passage-là, il y a plein de choses que je ne comprendrais pas. C'était récemment, je disais à une amie, si le moi d'aujourd'hui parlait au moi d'il y a ne serait-ce qu'un an, il se taperait la tête contre les murs en disant mais c'est pas possible. Et c'est fabuleux de pouvoir finalement prendre conscience de notre évolution et comment les épreuves arrivent à nous faire grandir, à nous réinventer, à créer de nouvelles choses. Tu
partages avec moi maintenant que tu réalises des conférences. Alors, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais je trouve ça assez extraordinaire ce que tu es en train de mettre en place. Oui, c'est quelque chose que j'aurais jamais osé avant, C'est justement, ça, en c'est étant dans ça. mon moule de scientifique, voilà, de bousculer un peu les lignes, de confronter deux domaines, l'ésotérisme, on va dire, et Ouais. puis la science. Ouais. Et de faire des cycles de conférences, alors d'abord dans un cadre académique, enfin scientifique, aux États-Unis sur le Yiking et l'intelligence artificielle. Bon, c'est un art divinatoire, mais pas que. Est-ce que Voilà. tu peux peut-être Alors dire quelques mots pour les auditeurs et auditrices qui connaissent? Oui, si on tape Yiking sur Internet, en général, on voit livre des divinations chinoises. C'est ça. Qui est très lié au taoïsme aussi. Hein. C'est ça, il peut y avoir des liens, il y a plusieurs branches. Il y a des pratiques confucianistes, c'est très large. Mais ça serait un peu comme dire que la Bible est un livre de divination aussi. Disons que le Yiking, c'est le premier des classiques chinois. C'est le livre le premier livre dans lequel il y a la mention du yin et du yang. Et puis qui a donné naissance à l'écriture chinoise, à la manière dont on écrit. Enfin, il y a plein. C'est vraiment la brique conceptuelle de la mentalité chinoise, qui était même un livre de concours. Les premiers concours de fonction publique étaient faits en Chine sur la base, par exemple, de ce livre-là qu'il fallait savoir, qu'on soit balayeur ou Premier ministre. Le temps a changé aujourd'hui. Les temps ont changé. Ce sont que les posts des réels sur Instagram ou TikTok. Donc on attendait, c'est vraiment un livre de stratégie. Il y a 64 stratégies. Tu les as confrontées avec l'intelligence artificielle. C'est ça, exactement. Donc déjà, la construction dans le temps de ce livre, c'est la même logique que le fonctionnement du machine learning. C'est-à-dire on va raffiner les données, on va les tester, etc. Et puis, donc la dernière conférence, c'était, je vais comparer une stratégie soi-disant divinatoire à une stratégie rationnelle. Et donc j'ai comparé un extrait de LLM, on dit, donc les ChatGPT, c'est les Large Language Model d'intelligence artificielle, juste une stratégie de Yiking, l'hexagramme 23. On voit que pour un livre de divination, c'est plutôt structuré parce que la première réponse est exactement identique, avec un nombre limité de variables. Et puis dès qu'on va beaucoup plus loin, on voit une différence notable en stratégie, qui est la stratégie occidentale de résister au changement, de faire tout son possible, etc. Et puis la stratégie du Yiking, qui est fais ton possible, et puis quand ça va plus, tu lâches. Qui est très lié aussi au taoïsme. Hein. Oui, alors après je sais, je suis pas très compétent dans les différents courants. Mais c'est cette idée. C'est cette idée spirituelle, finalement, face au chaos, il faut aussi à la fois lâcher, c'est ça, tout accueillir le chaos, ce qui est compliqué pour nous occidentaux, bien évidemment. Surfer sur la vague, en fait. En gros, l'image que je prendrais dans ces deux cas-là, c'est quand une vague arrive, si on n'a pas la planche pour la prendre, ça sert à rien de lutter, il faut se la prendre en pleine figure et puis accepter. Et pendant qu'on se la prend en pleine figure, réfléchir à la suite. C'est ça. En fait, c'est exactement une métaphore de ce que tous les individus peuvent vivre lorsqu'ils rencontrent une épreuve, un burn-out, une maladie, un décès d'un proche. C'est vrai qu'on a tendance à pas vouloir accepter, on est en phase de déni souvent et à un moment donné, il faut lâcher. C'est ça. Pour se retrouver aussi soi-même. Et je trouve très intéressant, c'est ce que j'apprécie dans cette étude du Yiking, c'est de cette approche qui n'est pas, où il n'y a pas de jugement. C'est en fait, on donne un conseil, tu le prends pas, peu importe. Exactement, voilà. C'est ça. Chacun fait ce qu'il peut à sa façon, avec ses moyens, ses ressources. Et en effet, ça évite de juger l'autre. C'est ça. Parce qu'on n'est pas tous constitués de la même façon. L'homme de bien est capable de faire. L'homme idéal, parfois on dit il ferait ça. Important. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs ou à nos auditrices par rapport à ton expérience sur cette quête intérieure que tu as quand même beaucoup développée? Un conseil, il y en aurait plein. Qu'est-ce qui te semble le plus important, le plus essentiel à transmettre aujourd'hui?
L'essentiel, je dirais, alors ça peut paraître paradoxal, mais c'est de garder son squelette en avançant. C'est-à-dire, souvent, c'est je suis le même être humain, si vous prenez une photo de moi aujourd'hui, qu'une photo de moi quand j'avais 3 ans. Mon squelette est le même. Enfin, par contre, ma morphologie a changé, ma manière de penser a changé. Et le risque dans une quête, c'est de se perdre justement. Et je pense que j'ai la chance d'avoir une éducation religieuse plutôt solide, argumentée, qui m'a permis de naviguer à droite à gauche et même à certains moments d'aller m'interroger sur des choses soi-disant interdites entre guillemets, mais ne serait-ce que de se poser la question. Et oui, je pense qu'il faut développer sa liberté, mais prendre garde au gourou. On entend beaucoup parler de développement personnel. C'est vrai qu'on peut s'y perdre avec tout ce que, surtout à l'heure actuelle, tout ce qui se déploie en fait sur le fil. Il y a énormément de propositions et c'est vrai qu'il faut garder les pieds sur terre. Exactement. C'est bien en effet d'avoir cette ouverture de conscience sur quelque chose de plus grand que nous. Mais rester en effet bien ancré et voilà, rester vraiment aligné pour pas se perdre comme tu dis. Parce qu'en effet ça peut aussi faire des dégâts. Et justement dans cet alignement-là, même en restant aligné, ça peut faire des dégâts, mais il faut l'accepter. Le regard des autres. Le regard des autres. Oui, bien sûr. Après, voilà, si tu t'es retrouvé toi-même, le regard des autres n'a plus vraiment d'importance. Il continue quand même à t'affecter. Oui, quand il y a des personnes qu'on aime qui ne comprennent pas, ou qui jugent, ou ça fait quand même quelque chose. Oui. Et je pense qu'il y a ce côté aussi, qui est l'un des côtés pour lesquels, alors peut-être que j'ai mal compris, mais pour lesquels je ne me tourne pas dans le bouddhisme, etc. C'est ce côté un peu impassible, cette image d'impassibilité qui est renvoyée. Et le sens à ma vie, ayant trouvé, en continuant de chercher mon sens, je suis affecté de ce que les autres peuvent penser de moi, mais plus de la même manière. Avant, je pouvais en être affecté, rentrer dans le moule pour plaire. Oui, j'en suis affecté plutôt en me disant, j'ai choisi d'être comme ça. Comment leur faire comprendre, ou s'ils ne comprennent pas. Oui, tu as trouvé ta propre liberté intérieure. Malgré tout, voilà, tu fais attention à tes proches, de ne pas les affecter par rapport aux actions que tu peux mettre en place. En fait. C'est ça. C'est ça finalement qui est important, et c'est souvent l'enjeu aussi quand on va faire cette quête spirituelle. Forcément on change, on évolue, on n'est plus les mêmes, et parfois l'entourage ne nous comprend pas. Exactement. Ne comprend pas ces changements, mais ce qui est important, c'est quand même de suivre son chemin. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Et comment dire, je dirais que ça me fait penser à ce sujet. On parle beaucoup de mémoire, etc. Et ce que je suis aujourd'hui, je ne renie rien de mon passé dans ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Et je pense que dans notre histoire collective, ça doit être pareil. On est passé par des moments peut-être terribles, mais sans ces moments-là, je ne serais pas ce que je suis. Tu es aujourd'hui. Et donc, je remercie le ciel d'être passé par là. Merci Emmanuel pour cet entretien avec beaucoup de profondeur. J'exprime beaucoup de gratitude d'être livré alors qu'on ne se connaît pas finalement. Et au plaisir, peut-être sur des rencontres hébraïques ou avec plaisir. Merci pour ta bienveillance et puis pour ton accueil.